Un PDG millionnaire rentre plus tôt chez lui et reste choqué en voyant son fils avec la nouvelle nounou. Théo Laurent ne se permettait aucun retard, aucune déviation. Chaque matin, à 6h30 précise, il quittait son appartement haussmannien du 16e arrondissement de Paris pour se rendre au siège de sa société de technologie, une des plus influentes d'Europe. Ses vêtements étaient toujours impeccablement choisis par la gouvernante, ses repas calibrés par un chef privé et son agenda géré à la minute près par son assistante personnelle. Pour les employés, les partenaires commerciaux et même pour ses rares amis, Théo était l'incarnation du succès glacial, méthodique, brillant, inébranlable. Mais au fond, il n'était qu'un homme dont l'intérieur s'était figé il y a 5 ans, le jour où son épouse, Camille, avait perdu la vie dans un accident de voiture. Depuis ce drame, Lucas, leur fils unique, était devenu une présence silencieuse dans l'immense appartement. L'enfant grandissait entre les mains de nourrices et d'éducateurs, changeant de visage presque chaque saison. Théo, incapable de soutenir le regard innocent et curieux de son fils, préférait la distance. Il offrait le meilleur matériel, les meilleurs soins, les meilleurs jouets, sauf sa propre attention. Le chagrin mal digéré s'était transformé en une barrière invisible, et Lucas avait appris, malgré son jeune âge, à ne pas le franchir. Quand la dernière nourrice annonça son départ précipité pour des raisons familiales, Théo n'éprouva ni inquiétude ni agacement. C'était simplement un autre changement logistique à gérer. Son assistante contacta une agence réputée, et en moins d'une semaine, une nouvelle candidate fut sélectionnée. Son nom, Élise Moreau. 34 ans, originaire d'un petit village près de Limoges, ancienne institutrice en école maternelle, elle avait récemment quitté sa région natale pour refaire sa vie à Paris. Son profil semblait adéquat, bien qu'un peu atypique pour un poste aussi exigeant. Elle arriva un lundi matin, vêtue sobrement, une valise à la main et un regard tranquille. Elle ne se laissa pas intimider par l'imposant appartement, ni par le silence pesant qui y régnait. En présence de Théo, elle resta droite, polie mais sans excès. Elle ne tenta pas de briser la glace, comprenant d'instinct que l'homme n'en avait ni l'envie ni le temps. Elle salua Lucas avec douceur, s'agenouilla pour être à sa hauteur et lui tendit un petit jouet en bois sculpté à la main. L'enfant la regarda longuement, sans sourire, mais sans fuir non plus. Théo observa la scène en silence. Il nota l'absence d'effusion, ce qui le rassura. Elle semblait sérieuse, discrète. Il lui expliqua les règles de la maison. Pas de familiarité, horaire strict, rapports hebdomadaires sur les progrès de l'enfant. Élise acquiesça sans poser de questions. Elle comprit vite qu'ici, l'affection n'était pas un élément de travail valorisé. Les premiers jours se déroulèrent sans heurts. Théo, comme toujours, partait tôt et rentrait tard, croisant rarement son fils ou la nouvelle employée. Il recevait des résumés synthétiques de leur journée, imprimés et déposés sur son bureau. Tout semblait en ordre. Lucas mangeait, dormait, jouait, sans plainte ni perturbation. Mais ce que les rapports ne disaient pas, c'est que quelque chose commençait doucement à changer. Élise, avec une patience infinie, s'adaptait au rythme de Lucas. Elle ne cherchait pas à forcer les mots ou les gestes. Elle était simplement là, présente, stable, attentive. Chaque matin, elle l'aidait à enfiler ses chaussettes en lui racontant une histoire. Chaque soir, elle éteignait la lumière en chantonnant un air doux venu de son enfance. Elle lui parlait du monde, des saisons, des étoiles, sans jamais attendre une réponse immédiate. Elle semait silencieusement des graines de confiance. Lucas, lui, observait. Il testait, écoutait, puis se surprenait à attendre son pas dans le couloir. Il ne riait pas encore, mais il ne se recroquevillait plus lorsqu'elle approchait. Son regard s'éclairait d'une curiosité nouvelle que même la gouvernante nota sans oser le mentionner à Théo. Le PDG, quant à lui, restait enfermé dans sa bulle. Il ne se posait pas de questions sur ce qui se passait en dehors de son univers professionnel. Pour lui, Élise faisait ce qu'elle était payée pour faire, garder son fils en sécurité. Rien de plus, rien d'autre ne l'intéressait. Pourtant, sans le savoir, il avait ouvert la porte à une tempête douce, une tempête capable d'ébranler le mur de silence qu'il avait si méticuleusement construit autour de lui. Et ce mur, très bientôt, allait commencer à se fissurer. Ce jour-là, la matinée avait été particulièrement tendue pour Théo Laurent. Une réunion cruciale avec des investisseurs américains avait été annulée à la dernière minute à cause d'un problème technique sur leur réseau sécurisé.
Pour un homme comme lui, dont chaque minute était strictement allouée, l'annulation d'un rendez-vous de 2 heures représentait un vide aussi inhabituel qu'inconfortable. Il resta assis dans son bureau vitré, au dernier étage, observant la silhouette mouvante de la scène sous un ciel pâle. Son assistante lui proposa d'avancer d'autres engagements, mais il refusa d'un simple geste de la main. Au lieu de cela, il ferma son ordinateur portable, prit son manteau et sortit sans prévenir personne. Une impulsion rare, presque inconsciente. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais ce matin-là, il voulait rentrer chez lui. Le trajet se fit en silence. Sa voiture, conduite par son chauffeur attitré, glissait le long des boulevards parisiens encore calmes en fin de matinée. En regardant par la vitre, Théo ne vit ni les vitrines ni les passants. Son esprit, habituellement encombré de chiffres et de décisions, semblait en suspens. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble, il demanda au chauffeur de ne pas annoncer sa venue. Il préférait entrer sans bruit. Peut-être par curiosité, peut-être par lassitude, il ne se posa pas de questions. À peine eut-il franchi le seuil que le silence habituel de l'appartement fut brisé par un éclat inattendu. Des rires clairs, d'enfants, mêlés à une voix féminine joyeuse. Théo fronça les sourcils. Il déposa son manteau sans bruit et marcha lentement jusqu'à la baie vitrée donnant sur le jardin intérieur. Ce qu'il vit le figea net. Lucas, son fils, celui qu'il voyait d'ordinaire prostré, silencieux, fuyant tout contact, riait à gorge déployée. Il courait autour d'une petite table en bois sur laquelle étaient disposés des pots de peinture, des feuilles et des pinceaux. Il avait de la couleur sur les joues, sur les mains et dans les cheveux. Élise était là, accroupie, les bras tendus vers lui, riant aussi fort que lui. Son rire n'avait rien de forcé ou de professionnel. Il était sincère, naturel, presque complice. Pendant un instant, Théo crut halluciner. Il n'avait pas vu cette expression sur le visage de Lucas depuis des années. Ce n'était pas un simple sourire poli, c'était une joie pure, éclatante, celle d'un enfant qui se sent libre, en confiance, heureux. Il se sentit à la fois ému et étranger, comme s'il regardait une scène d'un autre monde, un monde auquel il n'avait plus accès. Mais ce moment d'intimité lui sembla soudain déplacé. Il toussota, volontairement, pour signaler sa présence. Les deux se figèrent. Lucas se retourna brusquement, encore essoufflé de rire. Son sourire s'effaça en un instant lorsqu'il croisa le regard de son père. Il courut vers lui, les yeux grands ouverts, la voix tremblante. « Ne la renvoie pas, papa. Ne me l'enlève pas. » Les mots sortirent d'un trait, comme une prière. La sincérité de l'enfant frappa Théo en plein cœur. Il ne répondit rien. Il ne bougea même pas. Il regardait son fils, puis Élise, et sentait un nœud se former dans sa gorge. La scène, si simple en apparence, remuait quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une forme de jalousie peut-être, ou de culpabilité. Son fils, son propre fils, suppliait pour qu'il ne prive pas sa vie d'un peu de chaleur. Ce cri, bien plus fort qu'il n'en avait l'air, révélait en creux l'absence immense qu'il avait laissée. Élise s'était relevée lentement, les mains encore tachées de peinture. Elle baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Elle s'attendait à une réprimande, peut-être même à une fin brutale de son contrat. Mais Théo ne parla pas. Il se détourna, passa une main sur son visage et alla s'asseoir dans le salon, laissant une tension lourde flotter dans l'air. Il resta là plusieurs minutes, sans bouger, le regard fixé sur un point invisible. Lucas, désorienté, était retourné près d'Élise, tenant sa main, la serrant avec force. Aucun mot ne fut échangé, tout avait déjà été dit. Plus tard, au déjeuner, Théo se montra froid, presque distant. Il n'adressa la parole ni à son fils, ni à la nourrice. Il mangea peu et monta s'enfermer dans son bureau. Élise, de son côté, respecta ce silence sans pour autant s'éclipser. Elle occupa Lucas calmement, comme si rien ne s'était passé, mais l'enfant restait perturbé. Son rire s'était éteint. Ce soir-là, en allant se coucher, Théo s'arrêta devant la porte de la chambre de son fils. Il entendit la voix douce d'Élise lui lire une histoire, une scène simple, ordinaire. Mais pour lui, cette normalité avait un goût amer. Il s'éloigna sans bruit, troublé. Il ne comprenait pas encore ce qu'il ressentait. Mais une chose était certaine, quelque chose avait changé. Et ce changement, il ne l'avait ni prévu, ni contrôlé. Le lendemain de son retour anticipé, Théo Laurent quitta l'appartement plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas trouvé le sommeil. Toute la nuit,
Les images de la scène dans le jardin avaient tourné dans sa tête, comme un film qu'on ne peut pas arrêter. Le rire de Lucas, la complicité avec Élise, et surtout cette supplique si spontanée. « Ne la renvoie pas, papa », continuait de résonner en lui. Il avait toujours pensé que son fils s'était résigné à une existence calme, encadrée, mais sans attache émotionnelle. Il avait voulu croire que l'enfant ne souffrait pas de son absence. Maintenant, cette illusion s'effritait. Théo tenta de se plonger dans les chiffres, les bilans, les projections. Il convoqua 2 réunions, réorganisa une partie de son équipe, mais même là, son esprit vagabondait. La voix de Lucas, empreinte de peur et de détresse, le ramenait sans cesse à la réalité qu'il avait refusé de regarder en face. Et cette réalité, incarnée par Élise Moreau, le dérangeait. Non parce qu'elle faisait mal son travail, au contraire. C'était précisément parce qu'elle semblait réussir là où lui-même avait échoué. Parce qu'elle touchait quelque chose chez Lucas que lui n'arrivait plus à atteindre. En fin d'après-midi, il rentra plus tôt que d'habitude, mais cette fois sans se cacher. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'ambiance était calme. Il entendit des voix basses venant du salon. Lucas récitait doucement l'alphabet, suivi de la voix d'Élise qui corrigeait avec douceur. Il s'arrêta un instant dans le couloir, les poings serrés. Il voulait reprendre le contrôle de son espace, de son rôle. Il entra. À son arrivée, Lucas leva les yeux vers lui, d'abord surpris puis inquiet. Élise se redressa lentement, visiblement sur ses gardes. Théo s'avança et regarda brièvement son fils, puis s'adressa à la nourrice, d'un ton sec mais maîtrisé. « J'aimerais vous parler. » En privé. Sans un mot, elle acquiesça et suivit Théo dans son bureau. Il referma la porte derrière eux, créant une bulle de tension palpable. Elle resta debout, droite, les mains jointes devant elle. Lui, dos à la fenêtre, la fixait intensément. « Je veux comprendre quelque chose, commença-t-il, la voix tendue. Depuis quand exactement avez-vous pris la liberté de créer ce type de lien avec mon fils ?» Élise ne cligna pas des yeux. Elle resta calme. « Je ne crée pas un lien, monsieur Laurent. Je réponds simplement à ce qu'un enfant attend d'un adulte présent. Je l'écoute. Je suis là quand il appelle. Et il appelle souvent. » Théo serra la mâchoire. Il n'aimait pas le ton de cette femme. Pas parce qu'il était irrespectueux, mais parce qu'il était vrai, sans détour. « Ce n'est pas à vous de… » Il s'interrompit, incapable de finir la phrase. Il ne savait même pas comment formuler ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas à elle de remplacer qui? Camille? Lui? Il n'y avait pas de réponse claire. Élise poursuivit, cette fois avec une voix plus douce. « Lucas ne demande pas à être sauvé. Il demande à être vu. Vous n'avez pas idée de combien il est attentif à vous. Chaque bruit dans le couloir, chaque porte qui s'ouvre, il espère que ce soit vous. Mais il n'ose pas vous appeler. Il a appris à ne pas vous déranger. » Cette vérité, énoncée sans attaque, lui coupa le souffle. Il détourna les yeux, le regard fuyant vers les livres alignés sur l'étagère. Il y avait là des années de savoir, de stratégie, d'ambition, mais aucune réponse pour le genre de vide que Lucas ressentait. Il tenta de reprendre contenance. « Et vous? Pourquoi ce poste? Pourquoi vous, précisément? Il y a des centaines de professionnels plus expérimentés, diplômés des meilleures écoles. Vous arrivez d'un village, sans référence dans ce genre de milieu. Pourquoi ici ?» Élise ne recula pas. « Je suis venue à Paris parce que j'avais besoin de recommencer. J'ai travaillé avec des enfants en détresse, des enfants marqués. Je ne suis peut-être pas la plus qualifiée sur le papier, mais je sais reconnaître un enfant qui souffre en silence. Et Lucas en fait partie. Je ne cherche pas à envahir votre espace. Je fais simplement ce que vous m'avez engagé à faire, prendre soin de lui. Et parfois, cela signifie plus qu'un emploi du temps et des repas équilibrés. » Théo la regarda longuement. Il n'avait rien à répondre. Il ne pouvait pas nier l'effet qu'elle avait eu sur Lucas, mais il ne pouvait pas non plus se libérer de cette sensation d'être dépassé, mis de côté dans son propre foyer. Il hocha simplement la tête, sans rien dire de plus. Élise comprit qu'elle pouvait partir. Elle quitta la pièce, le laissant seul face à ses contradictions. Ce soir-là, au moment du coucher, Lucas demanda si Élise serait encore là le lendemain. Théo répondit d'une voix neutre. « Oui, elle reste. » L'enfant hocha la tête, soulagé, mais n'ajouta rien. L'enthousiasme de la veille s'était transformé en prudence. Il sentait que quelque chose avait changé, qu'un équilibre fragile venait d'être mis à l'épreuve. Dans son bureau, Théo resta debout près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Il se sentait pris au piège entre ce qu'il croyait maîtriser
et ce qui lui échappait. Il avait cru que la distance protégeait, qu'elle évitait les blessures, mais en réalité, elle ne faisait que les enfouir plus profondément, jusqu'à ce qu'un simple rire dans un jardin suffise à tout faire remonter. Le matin suivant fut silencieux. Théo Laurent, en costume sombre, prit son café debout comme à son habitude, les yeux rivés sur les actualités économiques projetées sur l'écran du mur. À quelques mètres de lui, Lucas, encore en pyjama, traînait les pieds vers la cuisine, tenant une peluche fatiguée. Élise l'accompagnait, attentive mais discrète, veillant à ne pas perturber la bulle glaciale dans laquelle le père s'enfermait chaque matin. Pourtant, Théo, bien que le regard tourné vers l'écran, sentait leur présence plus intensément que d'ordinaire. Il ne comprenait pas exactement pourquoi, mais depuis leur conversation tendue de la veille, la silhouette d'Élise semblait plus lourde de signification. Dès que Lucas fut installé pour son petit déjeuner, Théo se tourna vers elle. « Rejoignez-moi dans le bureau, s'il vous plaît. » Elle acquiesça sans commenter. Dans la pièce, il ferma la porte derrière eux et resta un instant debout, les mains croisées derrière le dos, avant de s'asseoir lentement. Il prit la parole d'un ton contrôlé. « Je n'ai pas pour habitude d'interférer dans les méthodes employées par le personnel tant que les résultats sont satisfaisants. Cela dit, la situation ici exige un peu plus de clarté. J'aimerais que vous m'expliquiez concrètement quelle méthode vous utilisez avec Lucas. Vous semblez obtenir une réponse émotionnelle de sa part que personne jusqu'à présent n'avait suscitée. » Élise resta calme, posée, sans se défendre ni se justifier. « Je ne suis pas ici pour bouleverser votre organisation. Mais il faut bien reconnaître que Lucas, malgré tout le confort matériel que vous lui offrez, vivait dans une forme de vide émotionnel. Ce que je fais avec lui n'est pas une méthode. C'est de l'attention, de la constance et surtout de la présence sincère. » Théo hocha légèrement la tête. Il s'attendait à cette réponse et pourtant elle l'irritait. Elle parlait de présence comme s'il avait volontairement choisi l'absence. Vous comprenez que vous êtes dans un environnement qui demande de la discrétion et une certaine réserve. Ce n'est pas une école. Ce n'est pas non plus un centre pour enfants traumatisés. Le mot résonna dans la pièce. Traumatisé. Élise inclina à peine la tête, puis répondit, le regard posé sur lui, sans animosité. Lucas a perdu sa mère. À cet âge, c'est un traumatisme, et il a ensuite vécu l'absence affective de son père. Ce n'est pas un reproche, mais un constat. Je suis ici, chaque jour, et je vois un enfant qui essaie d'être à la hauteur d'un silence qu'il ne comprend pas. Alors oui, je m'adapte à lui. Je respecte vos règles, monsieur Laurent, mais je ne peux pas ignorer ce que je vois. » Théo se leva brusquement. Son geste n'était pas violent, mais soudain. Il fit quelques pas vers la fenêtre. Il n'aimait pas ce miroir qu'elle lui tendait. Il n'aimait pas ce rôle dans lequel il se voyait figé. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'elle disait vrai. Il avait volontairement évité le regard de son fils depuis des années, convaincu que lui-même n'avait plus rien à offrir, que son amour, brisé par la perte, était devenu inutile, voire nocif. Élise mettait tout cela en lumière, simplement en restant fidèle à son rôle, sans jamais forcer. Il se retourna lentement vers elle. « Qu'est-ce qui vous rend si certaine de savoir ce qu'il ressent ?» demanda-t-il, cette fois d'une voix plus basse, moins tranchante. Elle hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Parce que j'ai vu ce regard ailleurs. » Son ton était mesuré, presque doux. « Mon métier, avant d'être ici, c'était d'accompagner des enfants qui avaient trop perdu un parent, parfois les deux. Certains avaient vécu des drames que vous ne pourriez même pas imaginer. J'ai vu des enfants se refermer, se blinder, se taire pendant des mois, et j'ai vu les petits signes du retour à la vie. Lucas montre ces signes. Il veut sortir de son silence, mais il ne pourra pas le faire seul. » Théo la fixa, les traits tirés. Une tension s'était installée en lui, non pas contre elle, mais contre tout ce qu'elle éveillait. Cette femme, qu'il n'avait vue que comme une employée temporaire, devenait soudain une présence impossible à ignorer. Non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle représentait. La preuve vivante qu'il avait reculé, qu'il avait fui ses responsabilités affectives. Il la remercia sèchement, comme on met fin à une réunion d'affaires. Elle comprit que la discussion était terminée. Elle sortit sans un mot de plus, sans satisfaction, sans défi, juste avec ce calme qui la caractérisait. Elle n'était pas là pour gagner, elle était là pour Lucas. Le soir venu, Lucas se glissa dans le salon, un livre entre les mains. Théo, qui lisait un rapport, releva les yeux. L'enfant hésita, puis s'approcha. « Tu peux lire avec moi, papa ?» demanda-t-il à voix basse. Un moment suspendu.
Théo le regarda longtemps. Il se sentit incapable de répondre. Avant qu'il ait pu formuler un mot, Élise apparut à la porte, s'arrêtant à bonne distance. Lucas, en la voyant, se tourna vers elle avec un sourire timide. « C'est pas grave, Élise va le lire avec moi. » Il repartit vers elle sans attendre. Théo resta seul, le cœur lourd, comprenant soudain que le lien qu'il avait laissé se déliter était peut-être plus difficile à réparer qu'il ne l'imaginait. La confrontation du jour n'avait pas servi à remettre Élise à sa place. Elle avait, au contraire, révélé la sienne. Le jour suivant s'annonçait comme tous les autres, avec la même routine bien huilée dans l'appartement de Théo Laurent. Élise, fidèle à ses habitudes, préparait le petit déjeuner de Lucas, l'aidait à se laver et à s'habiller toujours dans une ambiance feutrée et organisée. Le petit garçon, de plus en plus à l'aise, s'illuminait d'une lumière que l'on ne voyait qu'en présence de la nourrice. Les gestes simples entre eux étaient devenus presque silencieusement complices, sans exagération, mais avec une tendresse discrète. Élise ne cherchait pas à occuper un rôle, elle le vivait simplement, avec une sensibilité qui ne nécessitait pas de démonstration grandiloquente. Théo, lui, s'immergeait encore davantage dans le travail. Son comportement n'avait pas changé ostensiblement, mais l'agitation intérieure qu'il tentait de dissimuler commençait à se faire sentir dans les moindres détails. Il s'arrêtait plus souvent dans le couloir, tendait l'oreille à certains éclats de voix, restait silencieux en observant son fils à distance. Quelque chose le forçait à prêter attention. C'était subtil, mais présent. Il n'était plus entièrement indifférent. Ce fut la gouvernante, Madame Berthier, employée de longue date, qui involontairement jeta une lumière nouvelle sur Élise. Elle croisa Théo dans la cuisine alors qu'il cherchait une bouteille d'eau. Une conversation banale s'amorça, mais rapidement le sujet dériva vers la nourrice. D'un ton prudent, presque complice, la vieille femme dit « Cette jeune femme, elle a une force tranquille. On dirait qu'elle comprend Lucas bien mieux que les autres. Ce n'est pas seulement son métier, il y a autre chose. » Théo, surpris, releva les yeux. « Vous avez remarqué, vous aussi ?» Bien sûr, elle ne force rien, mais l'enfant, il la cherche du regard. Il lui parle comme s'il la connaissait depuis toujours. Et elle a cette façon de le regarder, comme si elle reconnaissait sa douleur. Pas comme une éducatrice, non, comme quelqu'un qui l'a vécu. Cette remarque resta dans l'esprit de Théo toute la journée. Lorsqu'il rentra ce soir-là, il ne s'isola pas tout de suite dans son bureau. Il s'approcha du salon discrètement et aperçut Élise installée sur le tapis aux côtés de Lucas, en train de trier des photos pour un collage qu'il devait faire pour l'école. Le thème « Ma famille ». Théo sentit une tension immédiate à cette idée. Il ne savait même pas ce que Lucas allait y mettre. Des photos de lui enfant, de Camille, de moments qu'il ne partageait plus. Il fit mine de s'éloigner, mais une phrase d'Élise l'arrêta net. Elle montrait une photo d'un couple plus âgé et disait doucement « Moi aussi j'ai perdu quelqu'un que j'aimais très fort, une grande sœur. Elle s'appelait Manon. Elle était comme une deuxième maman. Quand elle est partie, j'ai cru que je ne rirais plus jamais. Mais avec le temps, j'ai appris à lui parler autrement, par les souvenirs. » Lucas l'écoutait attentivement, ses petits doigts jouant avec les bords des photos. Théo, dissimulé dans le couloir, sentit un frisson. Il n'avait jamais demandé d'où venait Élise, ce qu'elle avait vécu. Elle avait toujours été professionnelle, précise, discrète. Mais ce qu'elle venait de confier à l'enfant révélait une autre facette, bien plus intime, bien plus ancrée. Plus tard dans la soirée, alors qu'Élise était occupée dans la cuisine, Théo s'adressa à la gouvernante d'un ton direct, mais sans dureté. « Elle a perdu une sœur ?» Madame Berthier hocha la tête. « Oui, c'était il y a une dizaine d'années, je crois. Dans un accident, très semblable à celui de votre épouse. » Théo resta immobile. Le parallèle le frappa en pleine poitrine. Cette femme, entrée dans sa maison presque comme un rouage administratif, portait un deuil comparable au sien. Il sentit un mélange étrange de proximité et d'inconfort. Elle comprenait Lucas parce qu'elle avait traversé un chemin semblable. Cela expliquait cette sensibilité, cette précision dans ses gestes, ce respect silencieux de la douleur de l'enfant. Mais cela mettait aussi Théo face à son propre blocage. Là où elle avait su transformer la perte en une forme de présence, lui n'avait fait que construire des murs. Le lendemain matin, Théo prit une décision inhabituelle. Il attendit qu'Élise ait terminé de déposer Lucas à l'école pour lui proposer un café. Elle accepta, un peu surprise, et ils s'installèrent dans le salon. Il ne tourna pas autour du sujet. « Vous avez perdu une sœur.
Elle le regarda droit dans les yeux, sans détour. Oui, elle avait 22 ans. Moi, 17. Il resta silencieux quelques secondes, puis reprit. « Et c'est pour ça que vous êtes ici? Pour réparer quelque chose ?» Élise secoua doucement la tête. « Je ne peux rien réparer. Je peux seulement accompagner ceux qui, comme moi, sont restés après. Lucas est un enfant magnifique, mais il a été laissé seul trop longtemps dans un chagrin qu'il ne pouvait pas nommer. Je n'ai pas la prétention de le guérir. Je l'aide à ne pas sombrer. » Théo sentit sa gorge se serrer. Il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, à voix basse, « Et moi? Vous m'aidez aussi, Élise ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se leva à son tour, ramassa sa tasse vide et dit simplement « Ce n'est pas à moi de décider. Mais parfois, aider un enfant, c'est aussi rappeler à un adulte qu'il n'est pas mort à l'intérieur, même s'il s'en convainc. » Puis elle quitta la pièce. Théo resta seul, cette fois sans amertume, mais avec un désordre nouveau. Il ne savait plus comment définir la présence d'Élise dans sa maison. Ce n'était plus seulement une employée, ce n'était pas une confidente. Et pourtant, elle était en train de devenir un pilier, non par la force, mais par la mémoire partagée de ce qui avait été perdu. Le jour où résonnait dans les jardins une légèreté retrouvée dans le rire de Lucas, une présence venue de l'extérieur fit vaciller l'équilibre encore fragile de ce foyer en reconstruction. Clara Laurent, la sœur de Théo, arriva sans prévenir en fin d'après-midi. Elle pénétra dans l'appartement avec l'assurance qu'on lui reconnaissait toujours, ses talons cliquetant sur le parquet ancien, tirant derrière elle une valise sobre et impeccable. Elle n'avait pas échangé plus de quelques textos avec Théo pour annoncer sa visite, car pour elle, il suffisait d'un lien de sang pour que tout soit permis. Elle se tenait droite dans le salon, observant l'espace, l'air de juger les recoins, l'atmosphère, la disposition des meubles. Elle ne posa aucune question, car elle n'en avait pas l'intention. Ses yeux glissèrent sur Élise, assise non loin, jouant avec Lucas autour de blocs de construction colorés. Un contraste immédiat s'installa. L'enfant riait, absorbé dans le jeu, tandis que la femme qui le gardait affichait une tendresse sincère, authentique, sans ostentation. Tout ce que Clara abhorrait dans un rôle de nourrice, la proximité, la douceur, la familiarité, se déroulait là sous ses yeux, comme un affront à son univers millimétré. Elle fit un pas vers Lucas, qui leva la tête immédiatement, puis recula. Son regard ne laissa rien deviner. Ce n'était pas un refus, juste une curiosité timide avant qu'il ne détourne son attention vers les pièces multicolores. Clara s'adressa à Élise d'un ton contrôlé, presque glacé. « Vous êtes bien celle qu'on m'a présentée comme une baba. » Son accent portait l'évidente certitude qu'elle maîtrisait chaque mot avant même de le prononcer. Élise se redressa, les mains jointes sur ses genoux. Elle répondit avec calme et précision. « Oui, Élise Moreau. » Sa voix était neutre, mais sans froideur. Elle ne cherchait pas la confrontation, uniquement le respect de son rôle. Clara esquissa un sourire froid. Elle tourna les yeux vers Théo, qui se tenait en retrait, observateur silencieux. « Franchement, Théo, je ne comprends pas. Nous aurions trouvé une gouvernante digne de ce nom, j'en suis certaine. » Elle posa ses affaires sur la console, sans désordre apparent, mais dans un geste calculé. Quelqu'un avec des diplômes sérieux, une formation spécialisée. Pas une institutrice de province. L'irritation d'Élise monta, mais elle la réprima. « J'ai travaillé longtemps en maternelle et ensuite auprès de familles en deuil. J'ai accepté ce poste parce que... » Elle hésita, trouvant le courage de terminer. « Parce que Lucas était un enfant en souffrance. J'essaie de l'aider. C'est pour cela que vous me voyez ici aujourd'hui. » La tension monta d'un cran. Clara plissa les lèvres, comme si ces mots lui échappaient, les jugeait inacceptables. « Je vous en prie. Ce n'est pas une institutrice, mais une actrice qui joue un rôle trop intime. Ce type d'attachement n'est pas professionnel. Il faut savoir rester à sa place. » Théo força un mot. « Clara, calme-toi. Élise fait bien son travail. » Mais sa voix tremblait. Il avait senti Lucas s'immobiliser, le regard méfiant tourné vers son père. Il ne voulait pas trahir sa confusion, mais il n'y parvenait plus. Tout son système émotionnel interne vacillait. Clara se tourna vers lui, les yeux perçants, insistants. « Théo, souvenir que ce n'est pas toi qui paye, c'est l'entreprise. Et les investisseurs, la réputation, tout cela. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Elle esquissa un sourire compatissant, comme si elle parlait à un enfant. Théo voulait hurler,
Ce mot entreprise entachait tout, transformait leur vie, leur foyer, en un produit calculé et sans âme. Élise, sans perdre contenance, se leva lentement. Elle ramassa les jouets éparpillés, les remettant en place avec une délicatesse respectueuse. Sans un mot, cela ne servait à rien. Elle posa finalement une main sur l'épaule de Lucas, qui la saisit automatiquement. Les deux se retirèrent, laissant un froid dans la pièce. Théo, seul au centre du salon, sentit son monde se briser en un millième de morceaux. Il n'arrivait plus à distinguer ce qui relevait de son devoir, de la norme, de la réussite, et ce qui touchait au cœur, à l'humain. Ce affrontement, silencieux mais perçant, avait révélé ce qu'il avait jusqu'ici tenté de refouler, le besoin de chaleur, le besoin de réapprendre à aimer. Clara, satisfaite, se redressa. « J'ai encore 3 jours à Berlin. Un autre investisseur est prêt à augmenter les fonds si on recentre tout. Ne vous mettez pas en travers. » Elle repartit aussi droit qu'elle était venue, laissant la solitude reprendre ses droits. Lorsque la porte claqua, Théo resta immobile. Les murs semblaient en se refermer autour de lui. Les rires, la légèreté, la présence d'Élise, tout s'était éteint. L'enfant recula de quelques pas, chercha la main d'Élise qu'il serra plus fort. Et Théo réalisa qu'il avait failli perdre plus qu'un arrangement professionnel. Il avait failli lui-même se perdre, en dévaluant ce qui avait commencé à redonner vie à son fils. Il retint un sanglot, priant pour que ce qu'ils avaient à réparer ne soit pas irrémédiablement brisé. Clara repartit vers ses obligations professionnelles. L'appartement retrouva son calme habituel, mais l'écho de ses paroles restait suspendu entre les murs. Théo, bien qu'habitué à dominer chaque sphère de sa vie, ne parvenait pas à maîtriser ce qui avait été semé dans son esprit depuis l'arrivée d'Élise. Chaque interaction entre elle et Lucas devenait désormais un terrain d'observation discret, mais intense. Ce n'était plus de la surveillance. C'était de la curiosité contenue, un besoin presque inconscient de comprendre ce qui se jouait sous ses yeux sans y être invité. Durant les jours suivants, Théo se montra plus présent à la maison, multipliant les retours précoces. Ce comportement, inhabituel pour ses collaborateurs, éveilla des remarques au bureau, mais il les écarta avec des réponses vagues. Il disait vouloir restructurer certains dossiers à distance, mais la vérité était plus personnelle, plus intime. Il avait besoin d'être là, même en silence, pour voir comment évoluait l'unique chose dans sa vie qui ne répondait pas à ses commandes, le lien entre son fils et cette femme, qui peu à peu faisait fondre l'épaisse couche de glace émotionnelle accumulée au fil des années. Un après-midi pluvieux, il entra sans bruit dans l'appartement, le manteau encore humide, et fut attiré par des voix venant du salon. Il s'approcha à pas lents et s'immobilisa à l'embrasure de la porte. Lucas, assis en tailleur, tenait un tube de colle entre les doigts, tandis qu'Élise, à ses côtés, découpait avec soin des morceaux de carton. Tous deux travaillaient à la fabrication d'une maquette de la tour Eiffel. Autour d'eux, des crayons de couleur, des règles, des ciseaux et des photos imprimées jonchaient le sol. L'enfant souriait, absorbé par la tâche, concentré, vivant. Élise le guidait avec une patience naturelle, corrigeant doucement ses gestes, l'encourageant sans jamais surjouer. Elle riait parfois, surtout lorsqu'il tentait de nommer les étages de la tour en les appelant par des surnoms inventés. Théo resta là, sans intervenir. Une chaleur étrange monta en lui. Un sourire, discret, effleura ses lèvres. Il ne s'en rendit même pas compte. Ce n'était pas une réaction calculée, mais un mouvement spontané, né de l'observation d'un moment de vie simple, sincère. Pour la première fois depuis des années, il vit Lucas comme un enfant heureux, engagé dans une activité qui n'était ni imposée ni académique. Il n'y avait rien de stratégique, rien de rentabilisé. C'était un instant de connexion pure. Élise remarqua sa présence quelques minutes plus tard. Elle leva les yeux vers lui, surprise, puis lui adressa un regard neutre. Pas de gêne, pas d'excuse. Juste une reconnaissance muette de sa présence. Théo, embarrassé d'avoir été surpris en train d'espionner presque tendrement, se contenta de dire « Ça avance bien, on dirait ». Lucas leva la tête, les yeux pétillants. « Regarde, papa, on va mettre une lumière dedans. » Il s'approcha lentement. « Une lumière ?»« Oui, Élise dit qu'on peut faire passer un petit fil avec une LED. Comme ça, même la nuit, on verra la tour. » Théo hocha la tête, impressionné. Il s'agenouilla à côté d'eux, effleurant les morceaux de carton sans vraiment savoir quoi faire.
Élise lui tendit un tube de colle. « Vous pouvez l'aider à fixer cette base si vous voulez. » Il prit le tube sans dire un mot, concentré, presque maladroit. Mais l'instant ne semblait pas fragile. Au contraire, il était dense, tissé de gestes timides mais sincères. Ce moment fut court, mais il marqua un tournant. Depuis ce jour-là, Théo s'invita discrètement dans certaines activités. Pas toujours, pas longtemps, mais suffisamment pour que Lucas commence à le chercher du regard, à attendre qu'il soit là. Il ne s'agissait pas d'un père transformé, mais d'un homme en transition. Un homme qui, peu à peu, comprenait qu'être là n'était pas seulement une question de présence physique, mais d'engagement réel dans l'instant. La gouvernante, témoin silencieuse de ce rapprochement, nota un changement dans la dynamique de la maison. Les repas devenaient plus calmes, moins mécaniques. Les silences n'étaient plus pesants, mais pleins de possibles. Théo commençait à poser des questions, à faire des remarques sur l'école, les dessins, les préférences de Lucas. Élise ne commentait jamais ses progrès. Elle n'avait pas besoin. Elle les vivait avec lui et cela suffisait. Une nuit, Théo descendit boire un verre d'eau. Il trouva Élise dans la cuisine, assise à la table, corrigeant les dessins de Lucas pour son cahier scolaire. Il s'arrêta, hésita, puis s'assit en face d'elle. « Vous étiez institutrice, c'est ça ?» Elle leva les yeux. « Oui, longtemps. Puis j'ai changé. Trop de douleur dans les salles de classe, trop de vide derrière certains regards. Je voulais pouvoir agir autrement. » Il hocha la tête. « Et Lucas? Il vous rappelle quelqu'un ?» Elle mit un instant à répondre. « Il me rappelle, moi, à un certain moment. Quand on n'a plus les mots pour dire ce qu'on ressent. Quand on attend juste que quelqu'un entende le silence. » Théo sentit sa gorge se serrer. Il voulut dire quelque chose, mais préféra se lever. Avant de quitter la pièce, il dit simplement « Merci ». Ce mot resta suspendu dans l'air. Élise ne répondit pas. Elle sourit à peine, puis reprit ses corrections. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas une reconnaissance. C'était juste une confirmation. Quelque chose était en train de naître entre eux trois. Quelque chose d'authentique, de fragile, mais de profondément humain. Un lien, un vrai. Le changement subtil qui s'était opéré dans la maison Laurent commençait à se stabiliser, à s'ancrer doucement dans la routine quotidienne. Lucas semblait respirer plus librement, parler davantage, rire avec une régularité qui ne ressemblait plus à une exception. Théo, de son côté, continuait à se rapprocher de son fils sans en faire un projet conscient. Il ne mesurait pas ses gestes ni ses paroles, mais se surprenait à apprécier les moments partagés, même les plus simples. Une conversation pendant le petit déjeuner, un dessin commenté le soir, une question banale sur l'école devenait des passerelles, des signaux de reconstruction. Élise, toujours présente, agissait avec la même justesse. Elle accompagnait sans s'imposer. Elle s'effaçait quand Théo avançait. Elle intervenait quand le silence menaçait de reprendre sa place. Mais aucun mouvement de l'âme n'est linéaire, et le progrès émotionnel ne se mesure pas à l'aune des bons jours. Un matin, Lucas se réveilla en larmes, fiévreux, grelottant. Élise le trouva pâle, la respiration rapide, les joues brûlantes. Sans attendre, elle alerta Théo qui, pour la première fois, abandonna une réunion importante en plein milieu. À son arrivée, il trouva Élise agenouillée au pied du lit, parlant doucement à l'enfant, le front appuyé contre sa main. Le médecin de famille arriva rapidement, diagnostiqua une infection virale, mais conseilla une hospitalisation préventive à cause de la fragilité de l'enfant. Théo, bouleversé, donna immédiatement son accord. L'ambulance fut appelée, et en moins d'une heure, ils étaient à l'hôpital Necker, dans une chambre blanche et impersonnelle. Lucas, tremblant, s'accrochait à la main d'Élise, la refusant à toute autre personne. Théo resta debout, incapable d'agir, se sentant étranger dans ce décor médical. Il posait des questions inutiles, marchait en rond, consultait son téléphone sans but, comme pour reprendre le contrôle de quelque chose. C'est Élise qui prit les décisions pratiques. Elle remplit les formulaires, parla au personnel, demanda calmement un lit d'appoint pour pouvoir rester avec Lucas. Elle organisa le nécessaire comme une mère l'aurait fait. Théo observait tout cela avec un mélange d'admiration et d'impuissance. Il aurait voulu être celui sur qui Lucas comptait, mais la main que son fils tenait dans la sienne n'était pas la sienne. Et cette réalité, même silencieuse, lui donnait la sensation d'un échec qu'il n'avait jamais anticipé. En fin de journée, alors qu'une infirmière passait pour vérifier la perfusion,
Elle lança d'un ton léger, sans arrière-pensée. « Ah, vous êtes le mari de la dame. Vous formez une belle famille. » Théo, figé, ne répondit pas. Élise leva les yeux, surprise, mais ne commenta pas non plus. L'infirmière sortit, laissant derrière elle une tension étouffante. Théo se détourna et quitta la chambre sans un mot. Il marcha longtemps dans le couloir, passa devant des salles d'attente bondées, des distributeurs silencieux, des visages fatigués. Le cœur battant, il s'assit finalement sur un banc de métal froid, incapable d'expliquer ce qui se passait en lui. Ce n'était pas la remarque de l'infirmière qui le blessait. C'était la résonance qu'elle avait trouvée en lui. Pendant une seconde, il avait vu cette scène de l'extérieur. Une femme forte, un enfant fragile, un homme silencieux. Et cela ressemblait, de manière troublante, à une image de famille, pas celle qu'il avait eue avec Camille. Une autre, inattendue, inacceptable. Il ne savait plus où il en était. Et face à cette confusion, il préféra reculer. Lorsqu'il rentra à la maison, tard dans la nuit, il ne prévint personne. Il s'installa dans son bureau, tenta de lire, mais les lettres dansaient devant ses yeux. Le lit vide de Lucas, l'absence d'Élise dans l'appartement, le silence écrasant, tout lui semblait irréel. Il ne dormit pas. Au matin, il évita l'hôpital, prétextant un appel d'affaires urgent. Il n'y retourna pas non plus le lendemain. Élise, fidèle à elle-même, ne le jugea pas. Elle prit soin de Lucas, veilla sur lui raconta des histoires, passa des heures à lui caresser les cheveux, à lui chanter de vieux refrains du Limousin. Le garçon, réconforté, retrouva peu à peu des couleurs. Chaque jour, il demandait « Papa va venir ?» Et chaque jour, Élise répondait avec la même douceur « Il travaille, mais il pense à toi. » Mais au fond d'elle, elle savait que Théo s'était éloigné non par indifférence, mais par peur. La peur d'un rôle qu'il croyait ne plus pouvoir jouer. La peur de ressentir ce qu'il avait tenté d'enterrer. Et plus encore, la peur d'admettre que l'existence d'Élise, si essentielle pour Lucas, commençait aussi à l'être pour lui. Lorsque Lucas fut autorisé à rentrer, 2 jours plus tard, il sauta dans les bras de Théo à la porte de l'appartement. Théo le serra fort, les yeux humides, murmurant un « pardon » qu'il ne sut jamais vraiment expliquer. Mais le lien s'était un peu distendu. Pas rompu, mais abîmé. Le pas en arrière qu'il avait fait n'était pas irrémédiable, mais il marquait une cassure. Et dans le regard d'Élise, ce soir-là, il lut à la fois de la compréhension et de la distance. Comme si elle avait accepté que, malgré tous les gestes tendres, tous les progrès, les silences les plus lourds étaient encore ceux qu'il s'infligeait à lui-même. Depuis le retour de Lucas à la maison, l'ambiance dans l'appartement s'était faite plus prudente, presque fragile. L'enfant, encore affaibli par la maladie, passait la majorité de ses journées à se reposer sur le canapé ou dans sa chambre, occupé à dessiner ou à écouter des histoires qu'Élise lui lisait d'une voix apaisante. Théo, quant à lui, retrouvait ses automatismes de repli. Il sortait tôt, revenait tard, évitait les repas en commun et ne passait devant la chambre de son fils que furtivement, s'arrêtant parfois sans entrer. Il semblait avoir repris ses distances, comme si l'émotion vécue à l'hôpital l'avait trop exposé. Pourtant, chaque soir, lorsqu'il entendait la voix d'Élise raconter une histoire où Lucas éclatait d'un rire discret, il ralentissait son pas, l'oreille tendue malgré lui. Un après-midi pluvieux, alors qu'Élise rangeait les jouets dans le salon, elle découvrit un objet tombé derrière le canapé. C'était un vieil album photo, épais, à la couverture en cuir usé. Elle le souleva délicatement et l'ouvrit en s'asseyant sur le tapis. À l'intérieur, des clichés d'une autre époque, Théo et Camille, jeunes, souriants, insouciants. Puis Camille enceinte, rayonnante. Ensuite, les premiers mois de Lucas, bébé enveloppé dans des couvertures au ton pastel. Chaque page semblait raconter une histoire que la maison avait oubliée. Mais ce n'était pas tout. Entre 2 pages, soigneusement glissées mais non reliées, se trouvaient plusieurs lettres. Des feuilles pliées en 2 couvertes d'une écriture féminine, douce et soignée. Élise, hésitante, jeta un regard vers le couloir désert, puis ouvrit la première. Elle lut les premières lignes, puis s'arrêta. C'étaient des lettres de Camille, visiblement écrites pour Théo mais jamais remises. Certaines parlèrent de ses inquiétudes pendant la grossesse. D'autres évoquaient le futur qu'elle rêvait pour leur fils ou sa solitude face à l'obsession professionnelle de son mari. Des mots tendres, parfois douloureux mais toujours remplis d'un amour vrai, nuancé, lucide. Élise referma les lettres immédiatement.
Elle se sentit envahie par une gêne sincère, presque une honte d'avoir effleuré cette intimité. Elle replaça le tout dans l'album et le déposa sur la table basse, bien en vue. Elle ne voulait pas cacher ni prétendre que rien ne s'était passé. Plus tard, lorsque Théo rentra, elle était encore dans le salon, avec Lucas assoupi sur ses genoux. En apercevant l'album, il s'immobilisa. Elle releva la tête et dit simplement « Il était tombé derrière le canapé. Je ne voulais pas, mais j'ai vu qu'il y avait des lettres. » Le silence qui suivit fut immédiat, brutal. Le visage de Théo se referma. Ses traits se durcirent. Il avança d'un pas, arracha l'album de la table et le serra contre lui comme s'il craignait qu'on lui prenne une dernière fois ce qu'il avait perdu. Il resta là, le regard brûlant, incapable de parler pendant plusieurs secondes. Puis, d'une voix sèche, tendue, « Vous n'aviez pas à y toucher. Vous n'aviez pas à lire ça. » Élise le regarda, droite, sans chercher à se défendre. « Je n'ai lu qu'un début. Je ne cherchais rien. Mais ces lettres, elles parlent de choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. » Théo leva la main, furieux. « Ce n'est pas votre rôle de me dire ce que j'ai ou non entendu. Ce n'est pas votre place. Vous avez franchi une limite. » Lucas, réveillé par la voix du père, leva la tête, apeuré. Élise posa aussitôt une main rassurante sur lui. Théo, en le voyant, se ravisa. Il ferma les yeux un instant, puis se retourna, quittant la pièce sans un mot de plus, l'album toujours contre sa poitrine. Cette nuit-là, Élise dormit mal. Elle repassait en boucle la scène, se demandant si elle aurait dû garder le silence, si elle avait trahi une confiance encore à peine construite. Le lendemain matin, elle croisa Théo dans le couloir. Il ne la regarda pas. Le mur s'était reconstruit, plus épais encore. Elle sentit que les efforts des dernières semaines risquaient d'être anéantis par un seul moment de vulnérabilité mal interprété. Mais Lucas, lui, ne sembla pas affecté par la tension. Il continua à chercher Élise du regard, à l'appeler pour ses jeux, à lui montrer ses dessins. Pour lui, elle restait une constante, une présence stable, et cela suffisait pour qu'elle reste. Elle avait choisi de ne pas fuir, même si son rôle devenait plus inconfortable, car elle savait que ce genre de douleur, celle d'un homme qui n'a jamais osé lire les mots d'amour laissés par une femme disparue, ne pouvait être soignée ni par des excuses, ni par des explications. Elle demandait juste du temps et de la patience. La tension instaurée depuis la découverte de l'album photo ne s'était pas dissipée avec les jours suivants. Théo évitait Élise délibérément, réduisant leurs échanges au strict nécessaire. Elle, de son côté, respectait la distance imposée, continuant à s'occuper de Lucas avec le même dévouement, mais sans chercher à forcer un dialogue qui n'avait plus d'espace pour s'exprimer. L'enfant, sensible à l'atmosphère entre les deux adultes les plus présents de sa vie, se replia peu à peu dans un mutisme inquiet. Il parlait moins, jouait moins, et même son rire, si récemment retrouvé, semblait s'être enfoui sous une couche de précaution silencieuse. Ce fut dans ce climat fragile que Clara réapparut, cette fois avec des intentions claires et un ton sans nuance. Elle convoqua Théo dans son propre bureau, dans la tour de verre où le siège de leur entreprise dominait le centre de Paris. Assise devant lui, impeccablement vêtue, elle déroula des dossiers sur la table comme on aligne des pièces de stratégie militaire. Les investisseurs du fonds Helvetia nous mettent en position délicate. Ils veulent revoir la direction, ou au moins les figures visibles de la marque. Ton image, Théo, commence à s'émousser. On te trouve trop distant, trop humain même. Elle le dit sans ironie, mais avec ce ton tranchant qu'elle réservait aux décisions non négociables. Théo ne répondit pas tout de suite. Il fixait les pages, les graphiques, les chiffres, sans réellement les voir. Clara poursuivit. Cette nourrice, elle devient un problème. Les gens parlent. On ne sait pas exactement quel est son rôle. Ni toi d'ailleurs. Est-ce qu'elle est toujours une employée ou est-ce qu'elle est en train de devenir une variable incontrôlable dans ta vie? Il leva les yeux, irrité. Tu es en train de me parler de chiffres ou de ma maison? Je te parle de l'ensemble, répliqua-t-elle, car pour quelqu'un comme toi, tout est lié. Si ton image publique commence à se fissurer, c'est toute la structure qui tremble. Et aujourd'hui, cette Élise Moreau incarne une faille. Elle est entrée sans filtre, sans contrat clair. Elle influence ton fils, elle t'influence, toi. Théo sentit un froid remonter dans sa colonne. Clara, toujours stratège, venait de nommer exactement ce qu'il refusait d'admettre depuis des semaines. Il avait laissé Élise entrer dans un espace que même lui n'avait jamais su baliser. Elle représentait quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Un élan spontané, un contact humain pur,
sans calcul. Et pour quelqu'un qui avait construit sa vie autour de l'exact opposé, cela devenait effectivement une faille. Clara s'approcha du point final. « Il faut que tu fasses un choix. Soit tu te recentres, tu prends les décisions nécessaires et tu montres que tu contrôles ta sphère privée. Soit je me retire du conseil, et avec moi 6% du capital actif de la maison mère. Et crois-moi, les autres suivront. » Elle se leva, rangea ses dossiers, puis le regarda droit dans les yeux. « C'est toi ou elle, Théo. Ce n'est pas personnel, c'est structurel. » Et elle quitta la pièce. Le trajet jusqu'à chez lui fut silencieux. Dans la voiture, Théo ne regarda ni son téléphone, ni les rues qui défilaient. Il ruminait. La crise prenait forme. Pas une crise bruyante, mais une de celles qui ferment les portes, qui coupent les liens à l'intérieur. Lorsqu'il entra dans l'appartement, Lucas jouait au sol, seul, silencieux. Élise lisait un livre sur le fauteuil, mais elle se leva en le voyant. Il l'observa un moment, puis dit simplement « J'ai besoin de vous parler ». Ils se retrouvèrent dans la cuisine, là où la lumière était la plus froide, la plus neutre. Il parla sans détour, sans préparation. « Je ne peux pas continuer comme ça. Il y a des pressions sur moi, sur l'entreprise, des conséquences possibles. Ta présence ici, elle devient un sujet. » Élise hocha lentement la tête, sans colère. « Je comprends. Ce n'est pas que je… » Il hésita. Les mots se heurtaient à lui. Il ne savait plus ce qu'il devait défendre, sa position ou ses sentiments. « Ce n'est pas contre toi, mais tu choisis la stabilité, le connu, le contrôlable, » termina-t-elle. Il ne répondit pas. Ce silence fut son aveu. Élise ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle hocha la tête une seconde fois. « Je vais faire mes valises ce soir. Je partirai demain matin avant que Lucas ne se lève. Je ne veux pas qu'il pense que c'est sa faute. » Théo ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Elle tourna les talons, calme, droite, digne. Ce n'était pas une scène de rupture. C'était un départ propre, triste, mais sans drame. Ce fut Lucas qui, sans le savoir, mit fin à la scène. Il apparut au seuil de la pièce, tenant un dessin dans ses petites mains. « C'est moi et Élise à la Tour Eiffel. C'est pour elle. » Il le tendit fièrement. Théo baissa les yeux. Une ligne venait d'être franchie. La crise n'était pas seulement structurelle, comme l'avait dit Clara, elle était humaine et irréversible. La lumière pâle du matin filtrait à peine à travers les rideaux quand Élise quitta la chambre d'amis. Elle marchait à pas feutrés, une valise discrète à la main, le regard tourné vers le sol. Dans la cuisine, elle laissa une lettre pour Théo sur la table, sans signature ni adieu théâtral. Quelques lignes simples, claires, expliquant son choix de partir pour protéger l'équilibre de Lucas et respecter les limites imposées. Aucune plainte, aucune rancune. Seulement cette écriture droite et lisible, comme elle l'avait toujours été. Le silence qui s'installa après sa sortie était plus dense que d'ordinaire. La maison, pourtant vaste, semblait rétrécie, comme si son départ en avait aspiré l'air. Théo descendit dans le salon un peu plus tard, vêtu d'une chemise froissée, la mâchoire tendue. Il aperçut la lettre, la prit sans la lire immédiatement, la tenant entre ses doigts, comme un document qu'il refusait d'ouvrir. Il savait déjà ce qu'elle contenait et ce qu'elle représentait. Il posa la lettre sur la console et se dirigea vers la chambre de Lucas. Mais quelque chose clochait. Il frappa doucement à la porte, comme à son habitude, mais aucune réponse. Il ouvrit lentement. Le lit était défait, mais vide. Il regarda autour de lui. Pas de jouets sortis, pas de pyjama au sol, aucune trace du réveil habituel de l'enfant. L'inquiétude monta brusquement. Il chercha dans la salle de bain, dans la cuisine, sur le balcon. Rien. La gouvernante qui venait d'arriver le trouva debout dans le couloir, les traits tirés. « Lucas, vous ne l'avez pas vu ?» demanda-t-il. « Non, monsieur. Il n'était pas dans sa chambre ?» Théo fit volte-face et retourna dans la pièce. En fouillant sous le lit, il vit une petite couverture roulée, une lampe de poche et un dessin. Le même que Lucas avait montré la veille, lui et Élise devant une tour Eiffel en carton. En observant plus attentivement, il remarqua que le placard était entrouvert. Il s'en approcha et l'ouvrit. Lucas était là, recroquevillé sur lui-même, tenant contre sa poitrine le dessin froissé. L'enfant leva la tête, les yeux rouges, gonflés de larmes. Il ne cria pas, il ne bougea même pas. Il serrait juste son dessin avec une telle force que ses doigts en étaient devenus blancs. Théo s'agenouilla aussitôt, abasourdi par la vision.
« Lucas, mon fils, viens ici. » Mais Lucas se recula dans le fond du placard, les lèvres tremblantes. « Elle est partie. Tu l'as fait partir. » Théo resta figé. Ces mots, prononcés d'une voix à peine audible, le frappèrent avec une violence qu'aucune confrontation d'adulte n'aurait pu égaler. Il s'assit au sol, les genoux pliés comme pour se mettre à la hauteur de cette douleur. « Je suis désolé. Je croyais faire ce qu'il fallait. » Lucas hocha la tête négativement, les yeux noyés. « Tu crois toujours. Tu crois, mais tu sais pas. T'écoutes pas. » Théo, désemparé, tendit la main, mais Lucas ne bougea pas. Il ne hurlait pas, ne se débattait pas. Il résistait par l'immobilité. Une révolte froide, lucide, implacable. Un refus silencieux de toute tentative de consolation. Il resta dans le placard des heures, refusant de manger, de boire, de parler. Toute tentative d'approche se soldait par le même geste. Tourner le dos, se cacher le visage, se murer dans le silence. Le reste de la journée fut chaotique. La gouvernante tenta de distraire Lucas avec des jeux, des dessins, mais il refusait tout. Théo annula ses rendez-vous, resta à la maison, mais se sentait impuissant. Il comprenait désormais ce que signifiait perdre quelque chose d'essentiel sans pouvoir le rattraper. Il avait cru encore une fois que la logique, la stratégie, la gestion des apparences suffirait à préserver son univers. Mais il avait oublié que son fils n'était pas une variable d'ajustement. La nuit tomba et Lucas finit par s'endormir dans le placard, malgré les tentatives répétées de Théo de l'en faire sortir. Il resta allongé sur le sol à côté de lui, veillant, incapable de fermer l'œil. Chaque mouvement de l'enfant, chaque soupir, chaque frisson devenait une preuve supplémentaire de son propre échec. Et pourtant, il ne pouvait pas revenir en arrière. Élise était partie. Et Lucas savait que ce départ n'était pas un accident, mais une décision, la conséquence directe d'un choix que son père avait fait sans lui. Le lendemain, Lucas refusa de se lever. Il ne mangea pas, ne parla pas, ne dessina pas. La gouvernante, bouleversée, demanda à Théo ce qu'elle devait faire. « Rien, » répondit-il. « C'est à moi de réparer. » Mais il ne savait pas comment. Les mots lui manquaient, les gestes aussi. Il restait figé, comme au bord d'un gouffre qu'il avait lui-même creusé. Ce soir-là, Théo entra une dernière fois dans la chambre de Lucas. Il s'assit au sol, dos contre le mur. L'enfant, toujours recroquevillé dans son lit, ne tourna même pas la tête. Le silence était total. Alors Théo commença à parler. Pas pour convaincre, pas pour obtenir une réaction. Il parla simplement de Camille, de ses souvenirs, de ses regrets. Il parla de ce qu'il avait ressenti à l'hôpital.